Merci pour votre invitation. Ces travaux-là, ce que je vous présente, c'est extrait d'un schéma directeur qu'on a étudié pour le Jardin de la Fontaine qui est à Nîmes. Alors, la ville de Nîmes, c'est pour faire un petit schéma patrimonial, la source, une résurgence, une série de monuments antiques, arrêts, amphithéâtres, Tourmagne, Maison Carrée, qui est au patrimoine mondial, mais également un aqueduc. L'eau est menée depuis Uzès à 445 km jusqu'à un Castellum Divisiorum qui arrive en haut sur le coteau pour distribuer l'eau dans la ville antique, avec un rempart, une enceinte a fait, qui a entouré une ville de 220 hectares. Au Moyen Âge, elle se réduit à 40 hectares, entourée de remparts et de fossés qui vont devenir des boulevards, avec le grand projet urbain du XVIIIe siècle de Jean-Philippe Maréchal et la conception d'un jardin classique. Ensuite viendra la ville néoclassique, toujours cette permanence de l'antique dans la pensée un peu nîmoise, et un collage d'architecture historique et cette Nîmes du XXe siècle blessée par l'eau qui va arriver. Quand l'eau qui est à l'origine de la ville, alors là j'ai pris une phrase de Bailly, c'est l'eau qui tient l'espace, qui organise celui des jardins, voire celui de la ville tout entière, pour laquelle elle a aussi le sens de menace. Quand les résurgences se gonflent, quand les cadereaux, qui sont un peu comme des petits oueds descendant des garrigues, s'engorgent et débordent à la suite d'orages successifs. C'est par l'eau, c'est aussi que la marque romaine est la plus forte, la plus intelligente. Et donc là, vous voyez sur ce schéma, la source qui est le petit rond bleu isolé, l'arrivée de l'aqueduc avec le Castellum, et ce qu'on appelle le Cadereau, qui est ce cours d'eau à sec qui se met en charge quand la garrigue, sous l'effet des orages cévenols, déborde. Également, cette ville antique, elle est riche, elle est développée. On a, outre la source, l'aqueduc et le castellum, on a des bains, des citernes, des bassins, des puits, ainsi que tout un réseau souterrain qui correspond à des canaux ou des égouts antiques. Et donc cette Nîmes souterraine, cette Nîmes aquatique souterraine, elle est là et on la découvre parfois dans des puits médiévaux, un peu partout. Elle est assez mal connue, pas parfaitement identifiée. Donc la morphogénèse, j'ai repris ce schéma des années 50 qui montre l'enceinte augustéenne, l'enceinte médiévale avec une extension et ce fort qui a été placé là pour surveiller les protestants qui sont dans la ville, et la fortification bastonnée qui viendra autour. Alors ça, c'est une image du 16e où on voit encore des canaux qui passent en partie basse et la source qui, elle, est juste indiquée sur le côté. Alors, le grand projet de Jean-Philippe Maréchal au 18e, c'est une commande, la commande d'un réservoir d'eau pour l'industrie textile. Et pour répondre à cette commande, il va proposer un jardin autour de canaux et il va également tracer un plan d'urbanisme pour l'extension de la ville. Et vous voyez les prairies qui commencent avec le projet de la grande avenue Jean Jaurès, le grand cours, avec ce tracé qui comprend une partie droite et une partie en patte d'oie, en fait. C'est tracé d'urbanisme 17e. Le fort qui surveille la ville et ce canal. Alors, la grande intelligence du projet, c'est qu'à partir de la résurgence d'eau, il construit ces canaux qui font le réservoir et qui vont se raccorder sur le réseau d'eau des fossés de la ville médiévale encore, dont les remparts sont encore en place et qui vont disparaître progressivement pour donner les autres boulevards. Donc un grand réservoir d'eau pour l'industrie textile, c'est la première commande. L'industrie textile à Nîmes est très en avance et très développée. Et ce projet avec une démarche qui est syncrétique avec des valeurs plurielles. Et donc pour extraire, on a extrait du schéma directeur ces documents qui vont parler ou montrer ce qui fait l'identité, la valeur du lieu, pour convaincre les élus et les engager dans un projet
de restauration qui peut sembler lourd vu la taille de l'ensemble. Alors, quelques images avec le nymphée, la source, et vous voyez également des grottes qui vont venir, des rocailles, et vous remarquez qu'elles sont à sec. Les bassins n'ont pas été remis en eau, puisque ces rocailles avaient les pieds dans l'eau. Quelques anecdotes. Alors, un tableau ancien qui montre une promenade dans la colonnade et des petites poteries qui montrent les statues, la statue de l'archevêque du nymphée. Donc, cette eau qui est présente, qui est dans un grand décor, également des éléments historiques, les tailleurs de pierre qui passent systématiquement une halte obligée à Nîmes pour étudier la voûte du temple de Diane qui est construite suivant un principe d'art de pierre parallèle. Les visites obligatoires, il y en avait trois dans le département. C'était la vis de Saint-Gilles, à Saint-Gilles-du-Gard, le pont du Gard, pour ses arcades construites, et le temple de Diane. Mais également ces jardins qui sont sur la colline, qui correspondent à une deuxième, enfin, à des temps progressifs de développement du jardin. Et donc la question qu'on posait, c'était aussi aux élus, qu'est-ce qui fait la valeur de ce site, qu'est-ce qui fait son identité, comment exprimer cette valeur et ce génie du lieu. Alors, vous voyez cette composition, le jardin en terrasse, qui est un projet inachevé parce que le projet initial de Maréchal montait sur toute la colline avec des terrasses successives. Le bosque, ce bosquet qui sert de fond, le mas rouge qui apparaît, et sur le côté haut, en haut à droite, vous apercevez la Tourmagne, qui est la fortification antique. Alors, ce jardin classique, comme un jardin de château, l'un des premiers jardins publics aussi, et ce dessin de la Prade qui vous montre l'organisation de la première série des bassins, le temple de Diane, et comment la question s'est révélée, cette composition d'esprit classique dans son rapport à l'antique et dans son contexte également naturel, au croisement de ces valeurs de culture et nature. Alors, composer avec l'antique, on parle d'une démarche syncrétique de Maréchal, puisque ça, c'est le résultat des fouilles, avec sur la gauche le temple de Diane et ce qu'on pense être, c'était ce qui était un augustéum et qui a été dénommé un peu abusivement nymphée. Alors, je vous ai mis une restitution de Golvin, parce qu'elle est assez parlante de l'état que l'on peut imaginer dans l'Antiquité, avec, vous voyez, également un théâtre qui est enterré sous une colline, qui est sur le côté, la source, avec les quatre colonnes qui entourent l'Augustéum, et le temple de Diane qui est sur la droite. Mais des édifices antiques assez mal connus, assez mal... enfin, là, on a les restitutions, mais un vrai travail d'archéologie. Alors d'abord, une valeur historique symbolique. Cette source, alors ça, c'est une gravure du début du XXe siècle par un notaire qui était amateur de peinture. Donc cette source qui est à l'origine de la ville. Une valeur archéologique, avec, vous voyez qu'au-delà de la partie qui est occupée par le jardin, on a le temple de Diane sur la gauche et tout un quartier extrêmement intéressant qui n'est pas tout à fait bien reconnu encore, avec des implantations proto-historiques sur le coteau, sur la colline. La vie était autour de l'eau. Également, vous voyez la position du théâtre en haut à droite. Cette valeur hydraulique et urbaine, alors l'intelligence aussi également de Maréchal, ça a été de greffer, de rattacher ce jardin dans la composition, de l'inscrire dans la composition urbaine, avec ces canaux qui vont mener l'eau dans la ville auprès des ateliers textiles. On va avoir dans la ville de Nîmes des lavoirs qui vont être installés, des ateliers de teinture qui seront sur des maisons qui donnent dans la rue nationale, qui était l'ancienne, ou la rue de Lago, qui est un ancien canal qui a été recouvert, un canal qui traversait la ville et qui servait aux petites mains du textile pour les flottes, pour teinter, pour colorer les flottes et les laver. Alors, un grand paysage, où que vous soyez, quand vous arrivez, vous sortez du train à la gare de Nîmes et vous avez en face de vous une avenue, l'avenue Feuchère, avec une fontaine faite par Pradier sur un dessin de Charles Questel qui figure les fleuves du département, la source de Nîmes et les fleuves du département. Et vous avez sur la colline au-dessus la Tourmagne qui tourne. Mais également
une valeur paysagère et des paysages intérieurs, puisque vous avez d'abord ce jardin classique avec sa terrasse, ses terrasses, mais ensuite la municipalité a progressivement acheté plusieurs jardins privés pour rejoindre la Tourmagne. Et donc, on a des jardins d'ambiance différentes sur le coteau en montant la colline. Alors, une grande composition symbolique, où vous avez la partie bleue qui est le jardin, la partie rose qui sont les éléments antiques, et la partie jaune qui est la composition, les jardins boisés qui montent sur le coteau, avec un parcours qui se fait. Vous savez qu'on fait vivre un jardin en se promenant dans le jardin, par la marche, en le respirant, comme on découvre une ville. Et donc, il y a tout un parcours avec les différentes étapes sur le truc. A une valeur pittoresque, méritant d'être peinte. C'est un espace qui a été fortement représenté, représentatif, et c'est important dans l'imaginaire local. Des valeurs naturelles, parce qu'en fait, on a tout un écosystème qui fonctionne entre le parc, le bois, ou la partie boisée, avec une faune, avec une flore, mais également on a une difficulté, c'est cet équilibre, cet arbitrage entre les ouvrages maçonnés de pierre de taille, ces canaux. Vous savez que l'eau est le premier ennemi du bâtiment, ou l'un des premiers ennemis du bâtiment, et le végétal dont les racines cherchent l'eau. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et le quatrième facteur, bien sûr, c'est le facteur humain. C'est celui qui utilise, parfois de manière un peu décalée. Alors ça, c'est Ernest de Ganay. Il y a d'abord la source elle-même, dans laquelle se mire tout un jeu de balustres. Décor qui semble être celui d'une scène dans un parc de Watteau de l'Ancré. Puis vient une sorte de chambre d'eau ornée de colonnades que domine un promenoir, et au centre de laquelle se dresse un vaste stylobate qui porte une nymphe de pierre tenant une urne accompagnée de génies. Ce n'est pas tout, car les eaux sont recueillies dans un grand réservoir orné d'arcades, lequel les distribue en deux canaux cintrés. Ceux-ci, avec un canal de base, forment une île disposée en vertu gadin, ornée de parterres. La décoration sculpturale qui est de marbre est remarquable. Terme des saisons, dieux et déesses, et surtout ces vases de marbre superbement sculptés. Ils ont été récupérés d'une folie montpelliéraine qui a été démantelée à la Mosson. Les vases c'est un réemploi. Alors je cite pour montrer cette manière de voir différente et à travers les textes. Ah ça, c'est un autre texte, c'est Dans les jardins bas, nulle place où se cacher. C'est un texte de Christian Liger, qui est un écrivain local. Montrer et être vu, c'est la règle. Les murs sont des écrans pour projeter le social, les esplanades des promontoires pour s'y montrer. La colline boisée, c'est bien autre chose. C'est précisément la cachette, le réceptacle des fantasmes. Donc cette valeur d'ensemble, elle est constituée de plusieurs valeurs agrégées, à la fois patrimoniales, historiques, architecturales, symboliques, sociales, au croisement de ces valeurs naturelles et culturelles dans une société participant d'un bien commun, valeurs participant d'un bien commun. Alors ça, c'est un petit schéma qu'on a fait pour montrer ce qu'on appelle les attributs, ces fameuses composantes. Donc on part du grand cours Jean Jaurès tout en bas, qui arrive sur les canaux avec les vasques. Sur la droite, le canal qui se développe dans la ville. On monte par le Nymphée. Sur la gauche, le temple de Diane, la source qu'on découvre en creux. On monte des marches sur ce qu'on appelle le cagnard, qui est la grande terrasse où on cuit au soleil. On grimpe sur les vestiges du théâtre qui sont sous une prairie par une grotte pour aller à un belvédère en passant par une allée de cyprès, un bassin, l'allée Montgolfier, le Mas Rouge, les terrasses et la Tourmagne, avec sur la droite, des jardins de rocailles et un grand cèdre. Donc toute cette histoire, tous ces éléments, avec les figures locales qui sont statuifiées, le protestant, le catholique, Bernard Lazare récemment, qui vient d'être remis à sa place. Ça, c'est une vue du 19e de Guédon. Et cette rue est intéressante. Vous savez, quand on a installé des gares, un réseau ferroviaire, on a chargé un dessinateur de faire des portraits de ville. Donc on a attaché un ballon captif. Et depuis le ballon, il a dessiné la ville. Donc on a plusieurs villes comme ça, Lyon.
et Nîmes. Donc on est sur le tracé, sur la gare attachée, et on a une vue de la ville de Nîmes. Et autre phénomène intéressant, c'est qu'évoquait ce matin Philippe, c'est la gare de Nîmes est posée sur un viaduc pour que l'eau puisse s'écouler et que la ville puisse se développer au-delà, pour ne pas faire de barrière. C'est une autre caractéristique. Vous arrivez à Nîmes à l'étage. Donc valeur sociale, valeur politique également. Et ici, un projet fait par Jean-Michel Villemotte, qui est un projet récent sur la grande avenue Jean Jaurès. Alors cette avenue, ça a été une merveille, parce que pour les archéologues, vous imaginez 800 mètres linéaires de ville antique à dégager. Et donc, la réalisation du projet. Et donc, Jean-Michel Villemotte a fait ce projet qui poursuit le chemin d'eau au-delà de la fontaine. Alors, la fontaine, c'est un système karstique. On a la garrigue nimoise qui est faite de rochers calcaires perforés, dans laquelle s'infiltre l'eau, qui remonte par résurgence. Et vous voyez sur le plan comment le réseau principal qui alimente les canaux, mais l'ensemble du massif est perméable et filtre. Et dans cette deuxième partie, je vais développer un peu un autre aspect de la ville. C'est que cette ville de Nîmes, elle est comme dans une cuvette. Vous voyez en rouge le tracé des remparts antiques et vous voyez les collines qui entourent la ville. Et cette cuvette, quand les orages stagnent, forme un entonnoir. Et donc on a ces fameuses inondations qui nous ont touchés en 88, qui sont revenues en 2005, 2014. Une bonne étude historique a permis de se rendre compte qu'ils étaient là régulièrement, tous les 60 à 100 ans. Depuis, les recherches remontent à peu près au 14e, on a des citations depuis le 14e, avec 60 événements. Et donc, ces phénomènes qui s'accélèrent et qui montrent, vous voyez, le canal de la Fontaine encombré, avec ses débordements d'eau, tout ce qui se passe dans la ville. Quand on oublie le cas d'euro, voilà un cas d'euro où l'eau a retrouvé sa place. On oublie le cas d'euro et on urbanise, on artificialise, on imperméabilise les sols. C'est un phénomène qui est à peu près général. Et ces cas d'euros dans le site qui fonctionnent comme des oueds, et la nécessité de regarder, comme l'a dit Marmiroli, le bassin versant, penser avec le territoire, regarder en amont, en aval. Comment organiser? Et l'une des difficultés, c'est que pour lutter contre ces phénomènes, on a actuellement une démarche qui est un peu technique, parfois un peu trop technique, et qui est de faire des rétentions d'eau. Mais il faut savoir aussi, il faut également mesurer l'impact écologique de ces travaux qui sont parfois menés de manière un peu trop technique. Alors, je terminerai cette présentation là-dessus parce que je voulais vous parler avec le grand paysage. Vous avez une image qui est sur la gauche, euh, Aigues-Mortes, donc la cité médiévale, construite par Saint-Louis pour partir aux croisades, qui s'est développée avec son fils, puisqu'il n'y avait que la tour de Constance à l'origine. Et vous voyez que sur cette photo aérienne des années 50, on lit une série de courbes. Et ces courbes, en fait, correspondent à la carte qui est en haut à droite, qui montre l'évolution des cordons littoraux du XIIIe siècle à nos jours, avec les terres qui se referment, qui chassent, qui chassent l'eau. Et en bas à gauche, je vous ai mis la montée des eaux à venir pour 2050. Donc on est dans des systèmes qui sont tout le temps en évolution. Ah, cette image, c'est le Nîmes néoclassique. C'est, vous voyez, la Tourmagne, une vue de l'esplanade sur une terrasse, ce télescopage de bâtiments. Voilà. Et donc, cette étude de schéma directeur pour le Jardin de la Fontaine nous a bien montré cette problématique de l'équilibre entre les différentes données naturelles et culturelles. Où est-ce qu'on s'arrête quand on a un très grand platane qui pousse des murs? Est-ce qu'on le laisse pousser les murs? Parce qu'après tout, on peut parler au platane, comme vous nous l'avez montré. Ou est-ce qu'on décide de l'adapter ou de le supprimer? On a l'eau, cette eau qui est dans le réseau de canaux. Il y a à côté de cette eau un réseau de pluvial. Et on se rend compte que le réseau pluvial de la ville vient percoler entre les canaux. Donc il y a vraiment des phénomènes qui sont... on a des difficultés techniques idiotes entre
le débit de l'eau, qui est de la compétence de l'agglomération, et la gestion du jardin, qui est de celle de la commune. Et donc, on n'arrive pas à obtenir toujours les données des services qui, parfois, ne se parlent pas. Voilà, cette histoire des silos, cette histoire du projet. Et donc, on a proposé un schéma directeur pour la restauration du jardin. Et pour l'instant, il est un peu mis sous cloche. D'abord parce que financièrement, il faut trouver les moyens, se donner les moyens du projet. Il faut également compléter par d'autres études plus spécifiques, parce que le jardin est quand même assez mal reconnu. On a tout un réseau de canaux souterrains, une partie antique qui est identifiée, mais une partie du 18e qui n'est très mal reconnue, et des interventions du 19e. On a un problème qui est lié aussi au site, en climat méditerranéen, aux orages avec des grosses douches d'eau qui dévalent sur un sol qui a été parfois trop fréquenté et donc qui est trop dur, qui a perdu sa perméabilité. Et on voit que les gargouilles du 18e, ma foi, elles sont parfois 50 centimètres en dessous d'un stabilisé ou à d'autres endroits que le parapet des chaussées. Donc, il y a toute l'étude de topographie, d'archéologie, on va dire, plus récente. Et on sait que quand on est à 40 centimètres, on est dans le substrat antique. Donc voilà, il y a à la fois cette nécessité de connaître, également les usages, parce que c'est un lieu qui est extrêmement fréquenté. Il y a des séances de cinéma de plein air qui ont beaucoup de succès. C'est un lieu qui est inscrit dans la mémoire des Nîmois, en fait. Tous les Nîmois ont des souvenirs au jardin, comme on peut les avoir sur la Loire. Voilà, donc c'est un sujet qui est... Et on est passé, c'est vrai que je n'ai pas montré, mais on est allé rechercher des textes plus poétiques pour parfois toucher certaines personnes par d'autres médiums que simplement le dessin, la photo, le discours. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander, ou est-ce qu'on peut amorcer une discussion? Ce schéma directeur, il a été voté, juste j'ai peut-être pas été attentive. Ah, le schéma directeur a été présenté au conseil municipal, il a été adopté, mais la question maintenant, c'est sa programmation. Parce qu'on a actuellement un gros chantier. En fait, on est dans un site qui est monument historique pour une grande partie. Et les dotations de la culture, là, actuellement, les dernières dotations en Occitanie viennent de baisser de 35%. Il y a des arbitrages sur les dossiers qui sont pris. Et la ville est déjà engagée dans un grand projet qui est la restauration de l'amphithéâtre. On a terminé la maison carrée, on a attaqué l'amphithéâtre. C'est un projet qui est sur 10 ans. Donc, est-ce qu'on en peut engager un autre projet peut-être un peu moins important, mais c'est quand même une dizaine de millions d'euros à trouver pour un projet. Donc, ça veut dire c'est à programmer. Mais est-ce qu'il est vu ce jardin aussi comme ce qui rafraîchit Nîmes? Ah oui, Et est-ce que c'est posé comme ça sur la table et donc ça ne devient pas quelque chose de prioritaire? c'est-à-dire que le jardin est d'un usage courant, évident pour tout le monde. Donc, il n'est pas fermé. Quand il y a un problème de sécurité, un balustre qui casse ou des marches qu'il faut réparer, on intervient tout de suite sur ce petit détail. Mais on ne traite pas le sujet du fond et on sait que, par exemple, il y a deux très grands arbres, deux très grands platanes qui menacent des parties. Il y a également ce problème de nivellement, d'évacuation des eaux pluviales. Il y a la gestion du pluvial. Oui, je parlais des eaux, mais par exemple, le pluvial. Les regards sont nettoyés par les jardiniers, mais les tuyaux sont de la compétence de l'agglo qui n'intervient pas. Donc les tuyaux sont bouchés et les regards sont. Enfin, on est face à des bêtises un peu courantes. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une structure qui soit mise en place pour s'emparer du sujet et le développer, ce qui n'a pas été fait encore. Je ne sais pas si j'ai Si, répondu. si, 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 ça répond à ma question, mais puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Oui, Ramon? Ou je regarde, attendez, que je vérifie s'il y en a dans la salle. C'est fascinant ce que vous avez montré. Et une question, vous avez mentionné le Castellum Aquae. Et ça existe encore entière? Est-ce que vous avez encore des photos à nous montrer? Parce que le Castellum Aquae, il est encore, s'il existe encore,
Il est Le- connecté déjà. Le Castello d'Aqua? Castellum Acque. Oui, Castello de Visirum, Castello Acquae, il existe encore. C'est un édifice, c'est un petit édifice, c'est extrêmement intéressant. Euh, alors attends, il faut revenir en arrière. Ouais. Oui, oui, c'est l'arrivée de l'aqueduc de Nîmes. L'arrivée de l'aqueduc se fait sur une colline. Vous avez quelques courbes de niveau. Il est à mi-coteau. C'est l'arrivée qui est à droite. Et c'est une structure cylindrique en pierre maçonnée avec des départs qui distribuaient l'eau dans la ville antique et qui ont permis à la ville de se développer. Et le réseau étant, lui, traité en distribution de plomb. Mais on n'a que quelques éléments épars des conduites de plomb qui ont été trouvés à l'occasion de fouilles. Par contre, le castellum, lui, est là. Il est bien en place et est conservé. Et il y a deux castellums qui existent, celui-là et un autre en Italie, je crois. Je ne sais plus. J'en connais deux. Et la conduite de l'aqueduc fait 45 km. Elle part d'Uzès et elle est en partie souterraine dans la plaine pour devenir aérienne quand elle passe au pont du Gard, à l'aqueduc du pont du Gard. Et, mais l'aqueduc n'est pas en eau, c'est juste ce qui nous reste sont les vestiges. C'est un très beau, c'est tout petit, mais c'est assez. Il est juste sous le fort du 17e. Et comment la ville aujourd'hui réfléchit-elle la suite des aménagements après le grand boulevard confié à Villemotte? Est-ce qu'il y a un essaimage? Alors, on a, là, on vient de changer de municipalité tout récemment, donc on va avoir une nouvelle équipe qui va s'emparer du dossier. Mais pour le maire, la mairie précédente qui a fait quatre ou cinq mandats, on a eu d'abord quelqu'un qui a fait bouger la ville. Ça a été un maire qui s'appelait Jean Bousquet, qui était l'ancien patron de Cacharel. Il a fait intervenir beaucoup de projets euh, dans la ville et lancé beaucoup d'études qui sont intéressantes. Ensuite, il y a eu deux grands projets. Il y en a un qui a été cité ce matin, c'est de la gare aux arènes, c'est-à-dire le projet de la gare de Nîmes aux arènes, où on a enlevé la circulation sur l'avenue Feuchère. On a refait un système de circulation en fleurs tout autour, en mettant en place aussi des moyens de transport collectif. Et on a requalifié c'est un projet que je voulais évoquer, mais je pensais que c'était trop long. C'est un projet, un concours qu'on a fait avec Marguerite il y a quelques années et où on a mis justement, on a rappelé il y a eu la fontaine Pradier où l'eau sort sur l'esplanade avec cette personnalisation des fleuves, le Gardon, le Vistre, tout ça. Et on a également, on a mis un canal d'eau le long de l'avenue Feuchère qui mène à un bassin devant la gare. Ensuite, on a eu le projet. Donc, il y a eu le premier projet, ça a été AEF, Arène Esplanade Feuchère, c'est-à-dire les abords des arènes, parce que l'une des problématiques de Nîmes, c'est qu'elle n'avait pas de place publique. Second projet, ça a été Villemotte, qui a été le grand projet des avenues Feuchère, de l'avenue Feuchère, non, Jean Jaurès, c'est-à-dire le grand cours, qui est dans l'axe du Jardin de la Fontaine. Et ensuite, tu veux le voir en Ouais, plan? non, Je sais mais pas. je l'ai en tête, moi. Mais... Non. Là, voilà, ça c'est le projet, c'est l'avenue tracée, le grand cours tracé par Maréchal, qui a été réaménagé. Également, on a eu quelques petites places en ville. Il y a eu la place du Chapitre qui a été récemment, qui a été aménagée avec le jardin de l'évêché qui a été replanté de l'ancien évêché. Il y a eu un projet également avec la mise en place du bus à haut niveau de service de traitement des espaces des boulevards. Mais là, ça a été confié finalement à un bureau d'études qui était attaché Alors là, il y a eu une polémique sur le choix des arbres. Parce qu'on a un autre patrimoine à Nîmes, ce sont nos patrimoines végétaux. Ah Tu as non. évoqué ce matin la coulée verte, et on a sur les boulevards de Nîmes des alignements de micocouliers et de platanes, et entre autres les micocouliers qui sont particulièrement beaux et qui ont une ombre très particulière. Ça fait une lumière, un jeu de lumière très intéressant. Et donc ces arbres qui font la ceinture en fait des boulevards et qui sont là.